Ravi de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision. Ouvrons cette grande édition du journal par le sommaire. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a reçu l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli. Ce dernier est venu solliciter le soutien de Kinshasa à la candidature de Rome à l'Expo 2030. Le diplomate italien a souligné que le gouvernement italien et la ville de Rome ont présenté la candidature pour organiser l'exposition universelle de l'année 2030 et là-dessus, l'Italie compte sur le soutien de la République démocratique du Congo. Et puis nous irons à Goma où l'inspection provinciale de la santé du Nord Kivu a arrêté des faux inspecteurs de santé. Ces derniers ont été surpris en pleine opération de récolte de fausses taxes dans des officines pharmaceutiques. Selon le docteur Israël Kiemboa, médecin inspecteur de la zone de santé Nord Kivu, la population doit contribuer afin que soient dénichés ces faux inspecteurs de la santé dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et dans la province du Lualaba, les cadres universitaires se sont réunis en conférence scientifique depuis ce jeudi 27 octobre pour discuter de l'industrie et du développement de la province. Ces assises ont été présidées par le ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, représentant de la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. À quelques heures de l'examen du projet de loi des finances exercice 2023, le président de la Cour constitutionnelle était en plaidoyer auprès de l'autorité budgétaire pour un meilleur traitement des magistrats dans le budget 2023. Les deux personnalités ont inscrit cette rencontre dans le cadre des échanges normaux entre institutions publiques, n'ont pas oublié d'aborder la situation sociale des magistrats, à lui de poursuivre que la prise en compte des conditions sociales des magistrats est le seul moyen d'avoir une meilleure justice dans notre société. Suivez. En principe, ce sont des choses auxquelles nous devons nous habituer. J'avais dit autrefois, j'étais déjà ici au Parlement, mais j'avais rencontré le président du Sénat. J'avais dit que c'était dans le cadre normal d'échange entre institutions. Pourquoi aujourd'hui ici? Vous savez très bien que c'est l'autorité budgétaire. Et demain, vous allez ici recevoir le Premier ministre avec le projet de budget pour l'année 2023. Quoi de plus normal que le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse se passer pour rappeler ce qui a été dit avant, rafraîchir encore la mémoire de l'autorité budgétaire sur l'attention particulière qui doit être accordée au secteur de la justice. Parce que si réellement nous voulons que notre justice puisse aussi être bien ancrée, il faudrait que la condition ou les conditions sociales des magistrats soient prises en compte. Il n'y a pas de gibier, la justice fait son travail selon que la Constitution et les lois de la République lui ont assigné ces devoirs-là. Il n'y a pas de gibier, ce sont des devoirs constitutionnels et légaux. Et en bref et en image, comme annoncé, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné des membres de son gouvernement, ont présenté le projet de la loi des finances exercice 2023, chiffré à près de 14 milliards de dollars américains, soit une augmentation de près de 32% par rapport à l'année 2022. Cette présentation a eu lieu dans la soirée de ce vendredi 28 octobre 2022. Autre chose, les États-Unis d'Amérique ont pour la première fois appelé clairement l'armée rwandaise à cesser tout soutien à la rébellion du M23. L'administration américaine, par la voix de Robert Wood, son représentant alternatif pour les affaires politiques spéciales, a lancé cet appel lors de la réunion du Conseil de sécurité ce mercredi 26 octobre à New York sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Les détails dans ce commentaire de Sarah Katebe. Tout en déplorant la situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Grands Lacs, les États-Unis appellent les troupes armées à cesser leur attaque contre les populations vulnérables de la République démocratique du Congo et les acteurs étatiques comme l'armée rwandaise de cesser son appui aux rebelles du M23. Du haut de la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, le diplomate américain Robert Wood, représentant alternatif pour les affaires politiques spéciales, a déclaré que les États-Unis exigent des troupes armées qu'ils mettent fin à leurs attaques contre les populations les plus vulnérables de la RDC.
La RDC et la région de Grand Lac méritent l'attention et l'appui complet des États-Unis, a dit le diplomate Robert Wald. Faisant allusion aux manifestations violentes anti-MONUSCO organisées il y a quelques mois dans des villes de l'Est de la RDC, l'administration américaine invite les autorités congolaises à travailler avec la mission onusienne pour un retrait graduel et responsable. Pour les États-Unis, la MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix dans l'Est de la RD Congo. Par ailleurs, pour les États-Unis, il va de soi que l'instauration de la paix dans les Grands Lacs ne passera pas par la force. La paix dépend d'un processus politique, d'une volonté politique et de solutions politiques, a dit Robert Wood. Il a ainsi rappelé l'appui de son pays à la RDC pour asseoir une stabilité politique qui passe surtout par la tenue des élections crédibles, inclusives et transparentes. Et justement, cette reconnaissance des États-Unis d'Amérique de l'implication du Rwanda dans l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo est-elle une bataille de gagner dans les efforts diplomatiques pour l'implication de la communauté internationale dans la pacification de cette partie du pays? Piste de réponse dans ce récit de Léopold Kingou. Rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas la première fois que l'implication du Rwanda voisin est décriée. Plusieurs organisations l'ont déjà fait par le passé sans résultat. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les États-Unis aient reconnu que le Rwanda est notre agresseur. Je pense que ce n'est pas une première, parce que nous avons déjà beaucoup d'organismes internationaux qui ont produit plusieurs rapports démontrant l'implication du Rwanda dans ce qui se passe à l'est de notre pays. Cette déclaration aurait eu beaucoup d'impact si elle était accompagnée d'actions concrètes sur le terrain. La RDC devra continuer à se battre sur tous les fronts, estime Sylvain Kantolomba, docteur en sociocritique. Reconnaître que le Rwanda nous attaque est différent de faire une déclaration contre le Rwanda, condamnant et puis prendre des dispositions sur le terrain pour agir contre le Rwanda. Et donc nous, en tant que victimes, en tant que pays agressé, nous devons chercher des voies et moyens pour que nous puissions résister et nous débarrasser justement de cette attaque sans tomber dans ce qui peut être une hypocrisie internationale. Il y a quelques mois, les experts de l'ONU avaient déjà mentionné dans leur rapport l'implication de ces pays voisins dans cette insécurité. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a reçu l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, venu solliciter le soutien de Kinshasa à la candidature de Rome à l'Expo 2030. Le diplomate italien a souligné que son gouvernement ainsi que la ville de Rome ont présenté la candidature pour organiser l'exposition universelle de l'année 2030. Et là-dessus, ils ont sollicité avoir le soutien de la République démocratique du Congo. À ce sujet, il a également souligné que sur des bases excellentes relations bilatérales et des très fortes relations entre les deux pays, italiens et congolais, on souhaite avoir le soutien de la RDC à la candidature de Rome pour l'exposition internationale 2030. On l'écoute. Candidate à l'organisation de l'exposition universelle 2030, l'Italie sollicite le soutien de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, venu exprimer le désir de son pays d'abriter cette exposition universelle de l'année 2030. La RDC prêtera certainement attention à cette candidature de l'Italie vu l'excellence des relations entre les deux pays. Wang Yalong, ministre conseiller à l'ambassade de la République populaire de Chine en RDC, était également au bureau du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, pour lui présenter le dernier développement dans les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et son pays. Ce diplomate chinois a également dit avoir conseillé la République démocratique du Congo à remplir les formalités d'adhésion à l'Organisation internationale de Bambou. Sous un autre registre,
l'ambassadeur du Soudan en République démocratique du Congo a fait ses adieux au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Pour terminer, Suzanne Kassende Mouante, directrice pays de l'ONU-SIDA, a échangé avec les diplomates congolais sur la collaboration entre son institution et la RDC, l'accès et la qualité de service pour les femmes et surtout celles qui attendent famille ont fait l'essentiel des questions abordées. Il s'agissait ici, bien entendu, de l'exposition internationale 2030 et non 2023. Poursuivons ce journal, répondons aux préoccupations des journalistes de Radio France Internationale et de France 24 sur les élections en République démocratique du Congo. Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle de 2023, a évoqué sa crainte sur la tenue des élections crédibles en 2023 selon la Constitution. Concernant l'option de transition, le président du parti politique ESID pose deux conditions, à savoir que Félix-Antoine Tshisekedi laisse le pouvoir dans le délai et qu'il y ait un président de transition qui lui succédera afin d'organiser les élections correctes et impartiales dans un délai maximum de 4 mois, c'est-à-dire avant le 23 mai 2023. C'est ce que nous dit ici Dorsa Mtebiave. Des indicateurs sur le terrain font craindre des observateurs sur la tenue des élections crédibles et transparentes en 2023 et surtout dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo. C'est notamment la situation sécuritaire, les financements et le retard enregistré par la centrale électorale sur le plan technique. Invité de RFI et France 24, Martin Fayoulou, opposant congolais, pense à une transition, mais ce dernier pose deux conditions. Premièrement, que l'actuel président Félix Tshisekedi quitte le pouvoir dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire au plus tard, le 23 janvier 2024. Deuxièmement, que le président de transition, qui est le président du Sénat selon la loi qui va lui succéder, organise les élections présidentielles et législatives dans un délai maximum de 4 mois, autrement dit, avant le 23 mai 2024, comme les prévoit la loi en cas d'empêchement présidentiel. Mais pour que ces élections soient transparentes, Martin Fayoulou propose que l'union sacrée de Félix Tshisekedi, le FCC de Joseph Kabila, sa coalition Lamouka et la société civile se réunissent autour d'une table pour revoir la loi électorale et réexaminer la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Revendiquant toujours sa victoire à la présidentielle de 2018 avec 62% des voix, Fayoulou s'est dit confiant dans la victoire finale, car il pense que les Congolais sont exaspérés par le régime de Tshisekedi, qu'il qualifie de corrompu. Et dans le Kasaï central, remise de 420 abris construits par le HCR en faveur des retournés et des rapatriés d'Angola. Cette cérémonie s'est déroulée sous l'œil vigilant de la représentante de l'UNHCR en République démocratique du Congo. Retrouvons notre correspondant depuis le Kasaï central, Solène Toumba Moufika. Elles sont au total 130 jeunes filles visionnaires de l'ex-Kasaï occidental, victimes des atrocités dans la région du Kasaï, rebaptisées ces jours en Zaïda catalane, qui bénéficient d'un programme de bourse d'études et de mentorat de la part du HCR. La cérémonie de retitrage se déroule en présence de plusieurs personnalités, dont la représentante du HCR en RDC et de l'ambassadrice de bonne volonté. Une fille d'entre les bénéficiaires témoigne l'apport de cette action dans leur vie tout en immortalisant. Zaïda Catalane. Quoi que nous les deviendrons, nous resterons déterminés à poursuivre le combat des Zaïda et par voie de conséquence à servir notre communauté et travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la jeune fille de l'espace Kasaï en nous assurant que ses droits sont respectés. Ali Mahamad, chef de la sous-délégation HCR Grand Kasaï, a au nom de son agence conscientisé ses filles en ces termes. Chères filles visionnaires, les besoins en insertion socio-économique et scolaire sont énormes. Tous vos besoins ne sont pas couverts, bien que nous sommes déterminés à continuer à vous soutenir. Les moyens deviennent de plus en plus limités. Demeurons solidaires avec celles parmi vous qui sont déjà identifiées. Poursuivant son périple dans la région de Kasaï, Madame Angela Dikongue a procédé à la remise officielle des abris construits sur fonds propres du HCR en faveur des retournés, des rapatriés, ainsi que des déplacés internes qui passaient nuit à la Belle Étoile. Nos sincères remerciements au chef de groupement de Benekabia et sa notabilité d'avoir cédé aux déplacés, gouverneur provincial et ACER,
ce terrain pour servir d'abri aux vulnérables que nous sommes. Dans son discours, Angèle du Congo Tangana, représentante du HCR en RDC, promet l'accompagnement du HCR dans la viabilisation de ces sites en faveur des bénéficiaires. Nous allons tâcher de faire ce que nous autres HCR, nous savons faire partout, c'est-à-dire rendre leur dignité à vous tous qui êtes nos frères et nos sœurs en détresse. La coupure symbolique du ruban, la remise officielle des abris ainsi que la visite guidée ont sanctionné cette activité sous une satisfaction totale de l'autorité provinciale. Parlons à présent de ce joli coup de filet qui a été réalisé ce vendredi à Goma par l'inspection provinciale de la santé Nord Kivu en arrêtant des faux inspecteurs de santé. Ces derniers ont été surpris en pleine opération des récoltes des fausses taxes dans des officines pharmaceutiques. Selon le docteur Israël Kiemboa, médecin inspecteur de la zone de santé Nord Kivu, la population doit contribuer afin que soient dénichés tous les faux inspecteurs de la santé dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Les détails dans cette correspondance de Patrick Sialoua depuis la ville de Goma. Âgé de plus de 25 ans, ce jeune homme, avec 3 autres de ses collègues en fuite, a été arrêté pendant qu'ils opéraient dans des officines pharmaceutiques et alimentation au quartier Virunga à Goma, en se faisant passer pour inspecteur de la santé. Le médecin inspecteur provincial du Nord Kivu, le docteur Israël Kiemboa Safari, qui a personnellement supervisé cette opération commando, affirme que ce faux inspecteur sera traduit en justice. Oui, nous avions trouvé des agents au nombre de 4 munis de ordre de service, donc en flagrance, en cours d'opération. Et malheureusement, 3 parmi eux nous ont échappé et nous avons quand même eu à mettre la main sur un d'eux, y compris quelques objets que nous avions saisis à l'instant même. Le concerné sera entendu sur PV ici chez nous à l'instant même et nous allons établir un PV d'audition qui sera suivi par un PV de cécité prévenue et le présumé sera acheminé au parquet pour être jugé. Un appel est lancé à la population pour arriver à dénicher ces faux agents de l'État en circulation à Goma. Constatez qu'ici au Nord Kivu, il y a des faux agents de l'État qui se présentent par-ci par-là avec des ordres de mission sur lesquels ils ont imité même la signature, ils ont imité même les cachets, et ça c'est à tous les niveaux. Ce que nous demandons à la population est cette collaboration. La collaboration en est que dès qu'ils trouvent qu'il y a un agent de l'État, un agent qui s'appelle agent de l'État, et qui exige des choses qui sont contraires à la loi, ils doivent informer les services de tutelle. Soulignons que le 9 juin 2022, d'autres faux inspecteurs de santé avaient été arrêtés et sont dans la prison centrale de Goma en attendant la sentence de leur dossier. Et puis, Sicomine SA continue à exécuter son cahier des charges vis-à-vis des communautés locales dans la province de Lualaba. Actuellement, 3 projets sont en cours de réalisation, à savoir le bureau du quartier et un ensemble de 3 salles de classe et des sanitaires à l'école Kabulungu de la cité Kapata, ainsi que la route Muntaka et Biwaya dans le secteur Lulou. Ibrahim Machaka et John Mwema nous en disent plus dans ce reportage. Chaque jour qui passe, Sicomine travaille à la création d'une marque minière internationale. Elle veut aussi promouvoir la construction d'infrastructures en RDC, la construction d'une communauté de développement commun et la formation des talents miniers locaux. Elle s'est engagée en 2021 à réaliser un nombre important des travaux en faveur des communautés environnantes. Parmi eux, la réhabilitation du bureau du quartier Kapata, l'aménagement des routes vers les villages Mutaka et Biwaya et la construction d'un bloc comprenant 3 salles de classe ainsi que des sanitaires au profit de l'école méthodiste Kabulungu de la cité de Kapata. Longtemps resté dans un état modeste, le bureau d'état civil de Kapata est en pleine rénovation. Un bâtiment qui servira de salle de réunion y est également érigé. À côté des toilettes dignes des bidonvilles qui existaient dans l'enceinte du bureau de quartier, ce sont des toilettes modernes qui poussent des terres. D'ici quelques semaines, les habitants de Kapata parleront avec fierté de leur bureau de représentation. À l'école primaire Kabulungu, les élèves tiennent par plusieurs dizaines dans les salles de classe. Les 3 classes en construction permettront à ces écoliers d'étudier paisiblement dans des conditions dignes. Le directeur de cet établissement scolaire est optimiste. C'est une grande joie, nous sommes très heureux pour cet acte de choisir notre école pour
réhabiliter, soit pour construire. Parce que c'était déjà notre souhait avec l'assemblée des parents de notre stage Kamine Kapata. Alors ce que vous venez de faire, nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Oui. L'entreprise commise à la tâche, une sous-traitance congolaise, promet un travail de qualité dans un délai raisonnable. C'est un bâtiment construit essentiellement en béton armé, cloisonné par des blocs que vous pouvez voir de l'autre côté, des blocs de béton que certains appellent blocs ciment. Donc c'est ça l'ossature, c'est ça la structure. À cela, nous allons ajouter un point de forage pour l'adduction en eau, vu que vous pouvez remarquer dans la cour que les bornes fontaines sont inexistantes. Merci. Sur la route de Mousso-Kantanda, les usagers éprouvaient d'énormes difficultés pour rallier Moutaka et Biwaya, deux localités voisines à la Sikomine. Aujourd'hui, au regard des travaux d'aménagement qui sont effectués sur ces routes sur près de 2 km, les usagers, assurés de voir un avenir meilleur, se livrent à notre micro. Nous sommes très reconnaissants. Nous n'imaginions pas qu'il y aurait quelqu'un qui pouvait nous arranger la route. Nous avons beaucoup souffert par le passé avec les vélos et motos, mais comme vous arrangez la route, je remercie la Sikomine. Nous avons beaucoup souffert à cet endroit. Comme nous voyons que vous arrangez, cela va nous faciliter la tâche, car nous avons l'habitude d'aller travailler à Biwaya pour notre entreprise. À côté de l'axe Biwaya-Moutaka, plusieurs autres routes sont aménagées en terre battue par la Sikomine sur demande de la population et dans le but de fluidifier le déplacement. Certains de ces ouvrages sont déjà livrés à l'usage de la population et d'autres le seront dans les tout prochains jours. Et puis le ministre provincial de la Santé au Lualaba a présidé ce 27 octobre l'Assemblée générale de la nouvelle centrale d'approvisionnement en médicaments de Kolwezi. C'était dans la salle des banquets du Moon Palace. Cette Assemblée générale a été aussi le moment d'élire des membres du conseil d'administration de cette nouvelle structure et adopter les statuts régissant cette nouvelle centrale. Reportage de Léopold Kingou. C'est fait. Le dépôt secondaire de la Kamlou, centrale d'approvisionnement en médicaments de Lubumbashi, laisse la place à la Kamkol, centrale d'approvisionnement en médicaments de Kolwezi. L'Assemblée générale élective consacrant cette mutation a réuni différents partenaires techniques du ministère de la Santé au grand bonheur de Monseigneur Bertin Soudi, PCA de la Kamlou. J'ai la joie immense de voir se concrétiser ce qui était hier encore considéré comme un rêve. Dans ce mot, Espérant Kabambi, ministre provincial de la Santé, fait remarquer que la vice-gouverneure du Lualaba a toujours soutenu les dépôts secondaires qui existaient jusqu'à ce jour. Je tiens à préciser que Son Excellence, Madame le vice-gouverneur de la province du Lualaba, ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture santé universelle. Leur mission est d'améliorer la qualité des soins dans les structures de soins de santé à desservir. Pour Adélar Kazadi, directeur de la Kamlou, le Lualaba est donc parmi les rares nouvelles provinces à bénéficier d'une centrale de distribution de médicaments qu'il faudra maintenant pérenniser. Comme vous le savez, nous avons 26 provinces, mais toutes les 26 provinces ne sont pas encore dotées de centrales de distribution régionale. On y va progressivement. Il ne faut pas qu'une centrale est créée aujourd'hui et après 2 jours, après une année, la centrale disparaît. Il faut que cette centrale soit viable. Puis ont eu lieu les élections qui ont confié la présidence de la nouvelle Kamkol à l'entreprise TFM, à côté de laquelle travailleront des membres des églises méthodistes et adventistes, ainsi que la société civile. La cérémonie s'est bien clôturée, le ministre de la Santé remerciant tout le monde et souhaitant bon travail à la nouvelle équipe. La Kamkol aura pour mission notamment l'achat et la vente de produits médicaux aux structures agréées. Les cadres universitaires se réunissent en conférence scientifique depuis ce jeudi 27 octobre pour discuter de l'industrie et du développement de la province de Lualaba. L'ouverture et la clôture de ces assises a été présidée par le ministre de l'Intérieur Deoda Kapenda Wakapenda qui a représenté la gouverneure intérimaire. Regardez. Soucieux de l'émergence de la province de Lualaba, le gouvernement provincial a mis à contribution l'université de Kolwezi pour réfléchir sur l'industrie et le développement de la province. Les cadres universitaires de cet alma mater ont à cette occasion organisé une conférence scientifique pour discuter du sujet.
Plusieurs thématiques ont été développées au cours de ces échanges entre scientifiques, notamment les politiques minières en RDC, l'exploitation minière et son impact sur les populations et bien d'autres sujets. Le ministre provincial de l'Intérieur, représentant du gouverneur intérimaire, a présidé ces assises. Et de vous rassurer que le gouvernement est là pour accompagner l'université, et pas n'importe laquelle, université citoyenne, c'est-à-dire celle qui donne des solutions aux attentes de la population. Le premier à prendre la parole était le professeur Félicien Kabamba, qui a entretenu l'auditoire sur les mines en RDC. Pour un petit historique, pour comprendre le concept du consensus de Séoul, il faut partir de l'évolution au niveau global, au niveau mondial. D'abord, nous avons eu, parce que le consensus de Washington a été finalement adopté par le G7. Le G7, vous savez, c'est le groupe de 7 grandes puissances. Aujourd'hui, on parlait de G7 plus 1, quand on a ajouté la Russie. Mais le consensus de Séoul n'était plus l'affaire de G7, c'est l'affaire de G20. Puis, plusieurs scientifiques, dont des professeurs et chefs des travaux, se sont succédés sur l'estrade pour développer la question. Pour le secrétaire général chargé de la recherche, le professeur Edouard Nawej, le développement de la province doit être la priorité de tous. Nous devons le programmer. Il ne faut pas que les gens programment le développement à notre place. On ne peut pas venir faire le bonheur de l'homme à son insu. Donc, ayons connaissance que quelque chose est en train de se faire pour notre bénéfice. Ces travaux sur le développement de la province se sont clôturés ce vendredi 28 octobre. Et puis ce vendredi, même vendredi 28 octobre, un accident de circulation s'est produit dans la matinée sur la route Nzilo et a causé d'énormes dégâts matériels. Les mêmes ont porté les jambes d'un pauvre jeune homme. Les usagers de cette route déplorent une malice installée sur place qui, selon eux, consiste à bloquer les véhicules sur le tronçon de Samukinda. Et cette manœuvre rétrécit la route et ne facilite pas du tout la bonne circulation. Des détails avec Oscar Kalambay qui s'y est rendu. Deux jambes d'un jeune homme, chauffeur du camion au immatriculé CGO 7689 AR, sont restés coincés dans le dit véhicule après avoir heurté un autre poids lourd sur la route Nzilo à hauteur du village Samukinda. Selon les témoins oculaires, le poste de péage de Samukinda constitue la cause majeure. Il a causé accident de péage. La cause de cet accident, c'est le péage. Il n'y avait pas assez d'espace où il pouvait passer parce qu'il y avait beaucoup de camions stationnants. Comme il n'avait plus de frein, il a perdu le contrôle. Le travail n'est pas organisé au péage. Nous risquons tous de perdre nos vies à cause de ça. Ces chauffeurs ont sur ces entrefaits dénoncé la malice des responsables commis à ce lieu, plongeant le transporteur dans de multiples dépenses. Lorsque le véhicule arrive à partir de 15 h, c'est vraiment obligatoire de faire le stationnement pour attendre le jour suivant à 9 h. Ils ont déjà créé un poste à chaque fois que le véhicule passe nuit. Il faut payer 10 000 francs en dehors de 400 $ de péage. L'appel est lancé aux décideurs pour des solutions urgentes. Que les autorités prennent des responsabilités. Voilà que notre frère a perdu ses jambes. Le chauffeur victime de cet accident a été acheminé à l'hôpital général de référence Mwangeji pour des soins appropriés, bien qu'il ne verra plus ses deux pieds. Certains témoignages sur place attestent que la victime aurait sacrifié sa vie pour de nombreuses vies humaines qui étaient à bord du minibus IAS immatriculé CGO 6123 AP06. C'est sur cette triste note que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce samedi pour une nouvelle grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.